c'était simplement, bon là il y a une petite coupure, mais de revenir un peu sur les ateliers qu'il y a eu précédemment et vous expliquer, enfin vous montrer en tout cas 2 projets, même 3 projets, parce que je vous dirai un mot sur le PIA qui va arriver bientôt, 2 projets qu'on a conduits à la Caisse des dépôts en partenariat avec finalement pas mal de personnes qui sont là, notamment le ministère, pour rapprocher justement offre et demande EdTech. Alors je voulais juste dire un petit mot d'intro sur rapprocher offre et demande EdTech. C'est quoi? Parce que franchement, là évidemment on était entre nous aujourd'hui, donc c'était tout le monde, je pense, est assez éclairé, acculturé sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on lit souvent, voilà, des entrepreneurs qui se plaignent et qui veulent qu'on rapproche offre et demande EdTech parce qu'il n'y a pas de marché. Et derrière ça, nous, comme c'est la mission de Muriel au ministère et du ministère en général de l'ADNE, mais c'est aussi une mission qu'on a à la Caisse de rapprocher offre et demande, mais c'est pas simplement pour créer un marché pour l'EdTech. Et en tant qu'acteur public, je pense que ce qui est important derrière, c'est que créer un marché, c'est pas le but en soi. C'est pas un but en soi. Le but derrière, c'est évidemment de favoriser l'usage innovant. Et donc, il faut se demander pourquoi aussi on a besoin de rapprocher offre et demande. Alors là, je vois que ce qui est ressorti des ateliers, c'est évidemment la complexité des circuits d'achat. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'acculturation, il y a le fait que les produits répondent ou pas aux besoins des enseignants. Et ça, c'est aussi un vrai sujet quand on veut rapprocher offre et demande. Je le dis parce qu'on voit beaucoup de startups à la Caisse qui viennent nous voir et qui nous disent... alors soit c'est bon, je veux lever des fonds, je sais pas comment entrer dans la classe, qu'est-ce que vous pensez du produit, et puis qui finissent par dire j'en ai ras-le-bol, il n'y a pas de marché EdTech en France, on nous bloque les portes, l'éducation nationale nous bloque les portes de la classe. Là, j'ai envie de dire, il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi il y a pas, est-ce que c'est vraiment simplement l'éducation nationale qui bloque les portes de la classe? Parce que face à une start-up, il y a plusieurs profs. Il y a le prof qui est pas intéressé par le numérique, là, il y a la liberté pédagogique, il n'y a rien à y faire. Et puis, il y a aussi le prof qui, lui, est intéressé, mais qui ne sait pas trop comment s'y retrouver dans l'offre EdTech, qui est assez sollicité. Quand je dis le prof, ça peut être le prof, ça peut être aussi au niveau des DAN, au niveau des chefs d'établissement, qui sont très sollicités, qui ne savent pas trop comment s'y retrouver. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour rapprocher offre et demande. Il y a le prof aussi qui, lui, sait qu'il veut utiliser la solution, mais qui n'y arrive pas. Parce que concrètement, il ne sait pas, et là, c'est vraiment ressorti dans l'atelier, il ne sait pas vers qui se tourner. Concrètement, vers qui je me tourne, et surtout où je trouve le budget, comment je déclenche l'achat. Et ça, évidemment, c'est un sujet qui est revenu aujourd'hui et qui revient à chaque fois. Oui, il y a un sujet sur les circuits d'achat, les circuits de décision qui sont derrière. Mais il y a aussi le prof qui a juste pas besoin de la solution. Et pas besoin de la solution parce qu'elle répond pas forcément à ses besoins à lui, ou parce qu'elle ne répond pas aussi aux contraintes d'une salle de classe. Et ça, je pense que quand on dit rapprocher offre et demande, c'est pas simplement trouver un marché pour les tech et ouvrir grand les portes de la classe, c'est aussi se poser la question de comment l'offre, elle répond mieux aux besoins de la demande. Donc oui, il y a un sujet sur les circuits d'achat, c'est évident. Mais après, je pense qu'il y a aussi ce sujet, et c'était intéressant aujourd'hui de voir aussi cet échange entre acteurs de l'école et start-up, pour voir que finalement, il faut aussi co-construire ensemble, avoir conscience des besoins des enseignants pour mieux pouvoir y répondre après. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour finir la journée sur le rapprochement off-demand. Et donc je vais vous montrer... l'idée, c'était de vous présenter deux projets et un PIA que l'on a lancé, enfin l'un qu'on a lancé déjà il y a un bout de temps, l'Observatoire EdTech, en partenariat avec plein d'acteurs que je vais vous présenter juste après. Et puis le second qu'on s'apprête à lancer, Mangrove, pour vous montrer un petit peu les initiatives qu'on a pour rapprocher aussi offre et demande et favoriser la scène EdTech française. Alors l'Observatoire EdTech, je pense que tout le monde le connaît, ou en tout cas on a entendu un peu parler, c'est ressorti dans pas mal de post-it en plus. Alors, oui. Dans les groupes, en tournant, non. D'ailleurs, c'est que j'ai vu les post-it. J'ai vu les post-it Observatoire EdTech sur l'écran, donc je me suis dit, bon, ça va être un peu redondant. Si vous voulez l'adresse de l'Observatoire EdTech, Gabriel a amené des stickers, vous avez l'adresse dessus. Bon, alors finalement, ça sert à quelque chose que je présente. Merci, Muriel. Donc, Observatoire EdTech, c'est une initiative que l'on a lancée avec Cap Digital et en particulier EdFab, la structure éducation de Cap Digital. L'année dernière, c'est une réflexion qui a commencé en 2016, en partenariat avec tout un ensemble d'acteurs qui sont ici et dont certains sont là. Je vois Marie-Caroline pour EducPro, il y avait le Conseil régional d'Île-de-France aussi qui était là dès le début, et puis pas mal de startups. On s'est tous mis autour de la table en se disant, voilà, la EdTech, alors c'était en 2016, on parlait quand même
moins de tech, beaucoup moins de tech aujourd'hui. La tech, on en parle un peu, c'est quoi concrètement et surtout c'est qui puisque là bon, on est sur le sujet tech scolaire, mais il y a aussi pas mal de tech qui s'adressent à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle. Et on se demande qui est derrière cette tech hein, et comment on va la valoriser auprès des acteurs de la demande, donc de ceux qui peuvent potentiellement acheter. Donc l'idée derrière ça, c'était vraiment de mettre en visibilité la filière EdTech. Et on a lancé cet observatoire, donc qui concrètement c'est un site web en ligne qui mappe toute l'offre EdTech. Donc c'est à vous, start-up, d'y aller, de vous inscrire, de remplir votre petite fiche pour qualifier un petit peu les services que vous proposez, et ainsi être référencé sur ce site. Un an après, on a lancé une deuxième version, et c'est surtout pour ça que je suis là, pour vous la présenter. Alors, malheureusement, on l'a lancée la semaine dernière, mais elle n'est pas encore en ligne, il y a quelques soucis sur le passage en production, donc elle sera bientôt en ligne. Et pour cette V2, on a décidé aussi d'associer les acteurs de la demande. Donc ça fait écho complètement à la journée d'aujourd'hui, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, donc Muriel, hein, puisque je suis là, Muriel qui nous a rejoint, l'association des VPNUM, pour aussi associer les acteurs de l'enseignement supérieur, qui eux aussi sont en demande, qui eux aussi sont un peu submergés par les sollicitations des startups EdTech, et qui ne savent pas forcément comment choisir, pourquoi ce service plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'il apporte. Et puis on associe également la BPI, le BPI qui lui accompagne évidemment, je pense, à peu près chacun d'entre vous, start-up, sur le sujet. Donc l'idée, je vais rapidement présenter cette V2. Donc là, on retrouve toujours toutes nos startups qui sont référencées, dans un ordre totalement aléatoire, je tiens à le dire. La différence, c'est que cette fois-ci, on a un petit onglet actualité que je vous montrerai juste après. C'est très facile, rejoindre, c'est pour vous, startup, pour que vous puissiez ajouter votre fiche. Vous aurez ensuite un espace login qui n'existait pas, vous pouvez vous loguer après et mettre à jour la fiche, mettre à jour les services que vous proposez, mettre à jour les clients que vous adressez, les technos que vous... Voilà, vous pouvez tout changer au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même, c'est pas de faire un mapping, parce que des mappings, il y en a énormément. Le problème, c'est quand on publie un mapping et le lendemain, il est périmé. Donc là, c'est bien d'en faire un outil, donc c'est aussi à vous de jouer le jeu, d'aller mettre à jour vos fiches, sitôt que le site V2 sera sorti, d'aller mettre à jour vos fiches et de faire en sorte que cet outil-là, il soit à jour et il reste pertinent. Et je tiens à dire que tout est en open data, donc il suffit d'aller en haut à gauche et de télécharger la base en Excel et vous avez toute la base de start-up. Donc ça sert aussi à plein d'autres acteurs que les start-up elles-mêmes. Et donc voilà, donc vous retrouvez la possibilité de filtrer. C'est aussi l'idée d'en faire un outil de sourcing pour toute personne qui sera intéressée par la tech, à vrai dire. Vous pouvez trier par type de produit, type de techno, les clients. Donc voilà, selon que vous êtes une entreprise ou un établissement scolaire, vous n'aurez pas forcément envie de voir les mêmes startups, et donc autant sélectionner dès le début et faire un petit peu de tri. On a rajouté cette fois-ci un petit filtre sur l'orientation, parce que c'est un sujet d'actualité, j'en dirai un mot sur le PIA à la fin. Donc maintenant vous pouvez sélectionner et voir quelles sont les boîtes en France qui proposent des services pour l'orientation, et il y en a dans la salle, au moins 2. Voilà. Et puis donc, ce qu'on a fait aussi cette année, avec toujours l'idée de rapprocher un peu offre et demande, et d'éviter les startups par le startup, on a lancé avec donc Cap Digital une newsletter mensuelle qui, très modestement, va simplement mettre en avant les quelques articles tech du mois, et puis surtout qui va diffuser des offres d'emploi, des événements, des offres d'emploi, et puis oui, simplement faire un petit point sur l'actualité tech du mois. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses à faire remonter dans la newsletter, allez-y, c'est le moment de faire passer les messages. Et puis on a lancé un cycle de petit déjeuner aussi trimestriel. Dis-moi. Si des dames dans nos académies organisent des événements avec les entreprises de la tech, est-ce que ça peut Oui. référencer leur événement ? Oui, triple oui. Ils peuvent même faire mieux, puisque... En fait, pour l'instant... Pour l'instant, on a cette newsletter donc depuis septembre dernier. Ce qu'on a surtout, là, c'est le coming soon, donc c'est dans la V2 qui arrive très vite. On va avoir un open agenda. Donc c'est très simple. C'est à vous de vous emparer aussi de ça. Vous allez sur le site de l'Observatoire, il y a l'open agenda. Vous enregistrez vous-même votre propre événement. Donc à moins que ce soit totalement en dehors du scope, donc que ça ne parle pas d'éducation ni de tech, ce ne sera pas laissé. Mais sinon, tous les événements EdTech à Paris, en région, seront présents, même à l'international, seront présents sur cet open agenda. Donc oui, triple oui, si les dames organisent des événements, mettez-les, au contraire.
Et nous, on se chargera en plus, il faut nous les faire remonter pour qu'on les puisse les diffuser via le newsletter. Donc voilà pour cette V2, avec évidemment une nouvelle fiche startup. Vous pouvez mettre vos petites vidéos, vous pouvez même référencer vos comptes Twitter, Facebook, LinkedIn, et puis surtout un bouton contact, c'est tout bête, mais quand on veut rapprocher offre et demande, c'est quand même plus pratique de pouvoir en un clic contacter l'entreprise. Et donc ça, c'est la nouvelle petite fonctionnalité de cette V2. Voilà pour l'observatoire. J'ai l'impression d'avoir vendu un produit là. Voilà, ceux qui ne le connaissaient pas, j'espère que c'était clair. En tout cas, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Là, c'est une V2, il y aura peut-être une V3, il y aura peut-être une V4. L'idée, c'est bel et bien, c'est pas l'outil de Cap Digital, c'est pas l'outil de la Caisse des dépôts, c'est pas l'outil des partenaires. L'idée, c'est d'en faire un outil au service de tout l'écosystème EdTech et de l'offre et de la demande, de vous aider, vous, acteurs de la demande, pour parler très génériquement, à sourcer aussi des entreprises, et puis vous, EdTech, à valoriser vos offres. Donc n'hésitez pas, s'il y a des suggestions, s'il y a des propositions, si vous avez des idées pour le faire bouger, on est là, et partagez-les avec nous. Voilà. Et puis le deuxième projet que je souhaitais vous présenter, toujours pour répondre un peu aux discussions d'aujourd'hui, alors lui, il est beaucoup plus exploratoire, parce que c'est un projet qu'on vient de lancer à la Caisse des dépôts, qui s'appelle le projet Mangrove. C'est le petit code du projet pour l'instant. L'idée étant, donc, c'est un projet déjà, je vais le rappeler peut-être, qu'on lance avec des partenaires que sont Région de France, Département de France, enfin, l'ARF, la MF, la VICA, faut que j'en oublie, et puis le ministère de l'Éducation nationale, à la fois avec la DNE et surtout les DAN aussi, et les personnes en académie qui sont très preneuses de ce genre d'outils. L'idée derrière, c'est quoi ? On est parti tout simplement d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, là on en a parlé encore aujourd'hui, de EdTech, comment je vends des EdTech et comment je fais en sorte que mes services soient utilisés dans l'établissement scolaire. Mais avant ça, il faut peut-être se poser la question de est-ce que ma solution peut être utilisée dans l'établissement ? Est-ce que l'établissement est suffisamment connecté ? Est-ce qu'il y a un débit suffisant ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'équipement ? Ou en tout cas, est-ce que c'est l'équipement dont j'ai besoin ? Est-ce qu'il y a une culture et une volonté aussi dans cet établissement d'expérimenter et pour l'instant, c'est vrai qu'on a très peu d'informations. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de startups qui nous disent mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas vers quels établissements se tourner, on n'a pas cette vue d'ensemble sur les établissements scolaires. On s'est dit qu'il fallait peut-être mettre tout le monde autour de la table, et acteurs des collectivités et acteurs de l'éducation nationale, puisque ça reste un sujet qui est partagé aussi au niveau des territoires entre ces deux acteurs, entre tous ces acteurs. Et donc l'idée en fait c'est de faire un mapping open data. Alors il n'est pas là puisqu'il est en plein développement. Donc c'est un mapping open data donc, de toute la France. On retrouve à l'échelle de chaque établissement scolaire les ingrédients qui font qu'on peut développer des usages numériques. Donc concrètement, on va référencer et on va tenter de maintenir à jour en permanence le niveau de connectivité dans l'établissement, donc le débit potentiel, concrètement c'est ça, la couverture 2G, la couverture 4G et le niveau de cette couverture, les équipements qui sont disponibles et rapporter évidemment au nombre d'élèves, parce que c'est pas pareil d'avoir une classe mobile dire qu'un collège est connecté alors qu'il y a une classe mobile pour 10 ou 15 classes, c'est pas la même chose qu'un équipement par élève évidemment. Et puis référencer également toutes les expérimentations, tous les collèges, les lycées, les écoles qui sont partenaires d'expérimentation. Je pense notamment à celles financées par le PIA et à IFRAN dont je m'occupe plus particulièrement. Il y a énormément d'établissements scolaires qui sont partenaires. C'est l'occasion aussi de les mettre en visibilité, de montrer aussi tout ce qui se passe à l'échelle de l'établissement et d'offrir une vision exhaustive. Alors évidemment, c'est un grand chantier. Il y a une partie de ces données qui est déjà en open data, et donc évidemment il s'agit d'agréger aussi. On travaille beaucoup avec l'ARCEP et l'agence numérique sur le sujet. Et puis il y a une partie de ces données qui est pour l'instant éclatée en silo, alors que ce soit à l'échelle de l'académie, à l'échelle de la collectivité, voire même simplement dans la tête du chef d'établissement. Donc des données qu'on n'a pas, et donc il s'agira aussi de les collecter. L'idée c'est d'avoir une interface pour que puisse renseigner, pour que collectivité et chef d'établissement puissent renseigner aussi ces infos. Donc voilà, c'est un peu comme l'observatoire, c'était un peu le pendant, on a eu la présentation de l'offre. Maintenant, regardons la demande au niveau K-12. La demande, elle est dans les établissements scolaires. Elle est aussi du côté des collectivités qui sont très souvent les acheteurs de ces solutions.
Et donc regardons cette demande et faisons un observatoire ensemble de cette demande du numérique éducatif, toujours en se plaçant à l'échelle de l'établissement. Puisqu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de rapports il y a beaucoup de données agrégées, on va dire, mais on n'arrive pas à décortiquer au niveau de l'établissement ce qui se passe. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts ces dernières années. Alors, nous, à la Caisse, on a une action sur les ENT, on est engagé dans beaucoup de réseaux d'initiatives publiques pour développer aussi, pour développer l'accès au très haut débit dans les établissements scolaires. Il y a eu le plan numérique dont on a été opérateur aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. Donc, beaucoup d'équipements déployés, il y a beaucoup de dépenses publiques aussi pour tout ça, et donc l'idée c'est d'introduire un peu de transparence et de dire voilà où on en est aujourd'hui, et c'est autant une question de transparence que d'efficacité aussi, parce qu'il y a un moment, si on veut piloter efficacement les politiques publiques et les actions de chacun, et si vous, start-up, vous voulez aussi être efficace dans le choix d'établissements scolaires à aller voir, il faut savoir où ils en sont, il faut savoir quel est leur degré de maturité numérique, et à minima en tout cas s'ils sont connectés, s'ils sont équipés pour pouvoir choisir où aller. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on lance actuellement et on espère sortir une première version là pour la rentrée scolaire 2018. Évidemment, au début, ce sera une coquille avec quelques données qui ne seront pas parfaites. L'idée, c'est au fil du temps de les améliorer en permanence et de faire appel aussi à tous. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une belle mobilisation, notamment des collectivités qui, elles aussi, sont très intéressées sur le sujet, pour mettre à jour cet outil et en faire quelque chose de pertinent et qui s'enrichisse au fil du temps. Donc voilà, c'est le deuxième projet, un peu le pendant demande de l'Observatoire EdTech. Et juste pour finir, je dirais un mot, parce qu'on a parlé d'orientation. Là, juste avant avec Madame la députée. Et puis, il y a quelques startups qui sont là. Quand on parle de rapprocher aussi l'offre et la demande, en tout cas les établissements scolaires et les startups, il y a un programme d'investissement d'avenir qui va être très prochainement lancé sur le sujet de l'orientation. Je dévoile rien puisque ça va sortir d'ici quelques jours, donc finalement il n'y a rien de très secret et ça a déjà été publié dans le cadre de la convention que la Caisse a signée avec l'État. Donc nous on sera opérateur de cette action et sortira un premier appel à projet donc dans les jours qui viennent sur l'orientation des élèves, sur la transition, sur le -3+3, avec l'idée aussi, toujours dans cette logique PA, de faire émerger des gros projets qui associent établissements scolaires, établissements d'enseignement supérieur, donc université, mais pas que, et puis collectivités, entreprises, tous les acteurs de l'orientation, et donc de faire émerger ces projets, des projets innovants à l'échelle des territoires, donc ce ne sont pas des projets nationaux, toujours pareil, mais avec l'idée des CV. Donc je reste très très vague, je le sais bien parce que ça sort dans quelques jours, mais sachez en tout cas, et je m'adresse plus particulièrement aux startups, que ça c'est le premier volet, et qu'il y aura un deuxième volet qui sortira lui dans 1 ou 2 mois, qui visera spécifiquement le développement d'outils numériques d'aide à l'orientation. Donc voilà, il y aura ces 2 volets, un grand appel à projet qui sort très bientôt, territorial, avec des projets qui associent tous ces acteurs, et puis un appel à projet qui sera plutôt numérique, qui lui arrivera dans les mois qui viennent. Donc il n'y a plus qu'à suivre, ça arrive bientôt. Voilà, j'espérais pouvoir en dire plus, mais ça n'a pas encore été publié au JO, donc j'attends. Merci. Voilà, merci.